Bonjour à tous, bienvenue sur Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast, et si vous venez de nous rejoindre, je vous invite à écouter les épisodes précédents, alors à la fin de celui-ci bien sûr, et à me retrouver sur Instagram sur le compte podcast Fait Main. Et écoutez bien l'épisode jusqu'au bout, je vous dévoile le nom de ma prochaine invitée. Aujourd'hui, c'est Happy Crochet, etc. qui nous emmène découvrir son univers créatif, dans lequel le crochet tient une grande place. Elle a démarré cette activité grâce à des petits challenges d'Isabelle Kessedjian et a découvert que c'était très addictif. Et depuis 2 ans, Viviane a noué de plus en plus de partenariats avec des marques, notamment avec Cultura pour laquelle elle est l'une des ambassadrices et crée du contenu. Elle met notamment en scène ses créations grâce à des vidéos en stop motion. Viviane a utilisé plusieurs fois l'expression « donner à voir » que je trouve tellement juste sur Instagram. Il n'y a pas que le côté « avoir », il y a cette dimension de donner. Ça doit être un échange, un cercle vertueux. Elle a d'ailleurs décroché tous ses partenariats grâce à Instagram, sans avoir eu besoin de démarcher directement. On a parlé blog également. Elle voit le sien comme un espace plus grand et si possible plus large que ses publications Instagram. Et Viviane a évoqué aussi le sujet délicat de la confiance en soi. Je crois que ça va parler à un grand nombre de créatrices, amateurs ou pros. Je vous laisse écouter l'épisode et on se retrouve juste après. Bonjour Viviane, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fait Main. Bonjour Mélanie, je suis ravie d'être là aussi. Super. Alors, on est quasiment fin avril. Et évidemment, on est en confinement encore. Alors moi, ça change rien parce que tous mes enregistrements, je les fais toujours à distance. Mais est-ce que tu peux peut-être nous commencer par nous expliquer un petit peu quelle est ta situation de confinement, où est-ce que tu habites, combien d'enfants et tout ça, parce que c'est vrai que ça fait un peu partie de notre quotidien en ce moment. Et voilà. Alors, écoute, je suis en confinement à Pau, donc dans le sud-ouest. Super. Là, aujourd'hui, nous avons un temps extrêmement pluvieux. Jusque-là, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu quand même pas mal de soleil. Et j'ai la chance d'habiter dans une maison avec ma famille, donc on a un jardin et on a pu en profiter. Donc, on fait partie de ces chanceux qui peuvent encore mettre le nez dehors, même si nous sommes confinés. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que ça permet de profiter de l'extérieur, de s'aérer, de faire autre chose que d'être enfermé. Tout à fait. Et sinon, bien écoute, nous sommes confinés à 3 dans la maison, puisque j'ai 3 enfants, mais 2 d'entre eux sont partis de la maison. J'ai une grande fille qui est à Rennes, qui fait ses études en Bretagne, et un fils qui lui est à Bordeaux. Et la dernière, donc ma dernière fille, est avec nous à la maison. Donc nous sommes confinés à 3. Super. Et ça se passe bien ? Oh oui, ça se passe très bien. Enfin, ça se passe du mieux que ça peut se passer. Ouais. C'est vrai que elle est en classe préparatoire, donc elle prépare ses concours. D'accord. Et ses enseignants sont très 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 disponibles. Donc ça facilite quand même pas mal les choses par rapport aux cours en ligne. Peut-être par rapport à d'autres parents qui ont peut-être plus de soucis avec des enfants plus jeunes, je pense, peut-être plus de soucis que pour gérer la classe. Là, elle est plus autonome forcément, hein, ouais, et les enseignants sont très très disponibles. Bon, écoute, c'est génial. Et alors raconte-moi un petit peu si tu arrives encore à créer avec tout ça, et si alors parce que on n'a pas encore parlé de ton activité sur Instagram. Alors, tu dis Happy Crochet, etc. Oui. C'est ça que tu dis. Voilà, très exactement. Bien. Est-ce qu'il y a le lire puis après le dire à haute voix ? Ça n'est pas simple, effectivement, oui. Alors, raconte-moi, est-ce que c'est ton activité principale ? Tu arrives à en vivre, entre guillemets, comme on dit ? Ou est-ce que tu as un métier à côté, etc. Alors, c'est mon activité principale et je n'en vis pas. Voilà. Donc, tu es la première à me dire ça de manière aussi tranchée. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est devenu mon activité principale il y a quelques années déjà.
parce que quand nous sommes arrivés ici à Pau dans le sud-ouest, j'ai momentanément quitté mon emploi. J'étais en disponibilité et je n'ai pas pu retrouver d'emploi. Et de fait, je me suis remise à créer parce que ça avait fait partie déjà de mon histoire. Et j'y ai pris grand plaisir jusqu'au jour où je me suis dit que le travail n'arrivant pas, eh bien, j'allais simplement démissionner et que j'allais me consacrer pleinement à la partie créative. Donc, j'ai créé ma petite entreprise pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire comme je le voulais, ne pas être bloquée par quoi que ce soit. Et de fil en aiguille, ça a pris, mais pas au point de pouvoir dire que j'en vis. Je travaille avec plusieurs marques, je travaille avec des magazines, c'est extrêmement plaisant. J'ai beaucoup de travail, enfin au niveau horaire, certaines semaines plus que d'autres. C'est vrai que certaines semaines, je fais plus de 35 heures assurément, et pour autant, effectivement, je n'en vis pas. Si je devais compter uniquement sur les entrées que je fais pour faire vivre notre famille, je pense que je serais en grande difficulté. D'accord, bon. Voilà. Et pour autant, la situation te convient ou c'est quand même quelque chose sur lequel il faut que tu travailles Non, je vais être très honnête, la situation me convient, mais c'est surtout parce que j'ai la chance que mon mari a une situation qui fait que on peut tout à fait ça fonctionne tout à fait, et du coup je peux me consacrer à ce que j'aime faire, à développer mon activité, et puis essayer de multiplier les contacts et les demandes vis-à-vis de ce que je fais moi. Mais c'est vrai que de fait, j'ai quand même une grande liberté dans le travail que je me suis donné et dans l'organisation que j'ai. Donc effectivement, pour revenir pour reboucler avec la question que tu me posais tout à l'heure sur le confinement, pour moi ça ne change pas grand-chose en fait, excepté que je ne peux pas sortir comme je l'aimerais pour me balader, pour faire des courses, ce genre de choses, mais je suis quand même beaucoup à la maison en général, donc D'accord. Et tu faisais quoi avant comme activité? Parce que tu parlais de disponibilité. Oui, alors j'étais enseignante. D'accord. C'est ce qui me semblait. D'accord. Voilà. Donc, et c'est vrai que quand tu quittes la région parisienne, eh bien, c'est compliqué de trouver un emploi dans certaines villes de province. Alors évidemment, si je revenais sur Paris, ça aurait été très simple. Et comme nous n'avions pas l'intention de revenir sur Paris une fois que nous étions partis, eh bien, ça a été très compliqué et j'ai fini par démissionner. D'accord. Ok. Et alors, raconte-nous ce que tu fais de tes 10 doigts. Alors, donc, comme tu faisais remarquer tout à l'heure, mon entreprise, entre guillemets, s'appelle Happy Crochet, etc. Voilà, donc c'est vrai que ça n'est pas simple à lire, mais effectivement, pour moi, c'était important. Bon, il y a le mot crochet déjà dedans, donc c'était important parce que quand j'ai décidé d'en faire une activité vraiment à temps plein et vraiment celle qui prenait le plus d'ampleur, c'est parce que je travaillais vraiment autour du crochet, notamment tous ces petits personnages qu'on voit de plus en plus, donc les amigurumi, les petits personnages crochetés, personnages ou doudous, animaux, enfin voilà. Petite chose très mignonne. Voilà, et donc le mot happy, compléter le crochet parce que c'est quelque chose qui je trouve est très sympathique, très convivial. Moi, ça me rend joyeuse, donc j'avais envie d'appeler ça happy crochet. Et le etc. Effectivement, quand on le lit, ça fait un peu bizarre, mais le etc. il est bien là pour dire que il n'y a pas que le crochet. Il y a aussi d'autres choses parce que de mes 10 doigts, j'aime faire plein de choses. Le crochet, c'est ce qui vraiment m'occupe le plus depuis quelques années maintenant, mais je suis vraiment une touche à tout et j'aime faire beaucoup de choses. Ouais, mais effectivement, en tout cas l'univers dans lequel avec lequel tu crochettes ou tu fais des petits objets en crochet, il est quand même très très large quoi.
Ça va de Totoro à des petits animaux. Il y a là dans tes dernières publis, il y a un petit bonnet de Sherlock Holmes. Enfin bonnet, c'est pas le bon terme, mais c'est la petite casquette. Voilà. Oui, tout à fait, oui, oui, oui. Donc la petite pipe de Sherlock Holmes, etc. Donc voilà, c'est des choses qui sont très différentes les unes des autres. À chaque fois, effectivement, c'est très mignon. Et puis tu les mets bien en scène et tout, donc c'est vachement sympa. Et puis alors, on peut en parler maintenant ou plus tard, mais on a été mis en contact par Cultura, Oui. par l'intermédiaire de Cultura, parce que tu es une de leurs ambassadrices. Exactement, oui, oui, oui. Ça fait quelque temps maintenant. Ils m'ont contacté Alors, nous sommes Je perds le fil avec ce confinement. Nous sommes en 2020, donc au printemps. Donc, j'ai été contactée, si je ne me trompe pas, c'était pendant l'été 2018. Et oui, ça a été une grosse surprise parce que ça a été la première marque avec laquelle j'ai vraiment eu un contact pour travailler à titre professionnel. Vraiment, c'était voilà, okay. créer du contenu et travailler avec eux, définir des petits projets ensemble, et c'est très très plaisant. Ouais. Alors, de manière générale, ceux qui écoutent le podcast le savent, moi j'aime beaucoup la marque Cultura, l'enseigne, et effectivement, ils ont plutôt la réputation d'être très agréables. Oui. Voilà, au niveau des équipes, ça a l'air super, quoi. Ça a l'air. Ouais, alors je ne connais pas toute l'équipe effectivement, mais les interfaces, les personnes que j'ai en interface sont vraiment. Moi, j'aime beaucoup ce côté dynamique déjà et puis Cultura, c'est quand même une enseigne de. Alors, ils font beaucoup de choses, mais notamment dans la créativité et ils font quand même beaucoup de choses. Et ce que j'aime avec eux, c'est que c'est cette part de grande liberté qu'on a en tant qu'ambassadeur. D'abord, ils font appel à nous par rapport à ce qu'on fait déjà, donc ça les intéresse eux, et on a certaines contraintes par rapport aux thèmes sur lesquels on peut avoir à travailler. C'est tout à fait normal, mais on a une grande liberté d'action dans notre périmètre. Donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant et qui nous aide aussi à nous remettre constamment en question, parce que les thèmes qu'ils nous donnent sont pas forcément ceux qu'on aurait choisis si on avait mais ça te fait du coup, ça te fait du coup un challenge sympa, parce que justement tu dois sortir un peu de ta zone de confort et te Exactement. Voilà, t'as une contrainte pour créer. Ouais, c'est sympa. Tout à fait. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je dis pas je le ferai 24 heures sur 24, de sortir de ma zone de confort, parce que je pense que je serai un petit peu déboussolée au bout d'un moment, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça permet de se remettre en question, de pas rester enfermé dans une façon de voir les choses, et oui, c'est chouette. Super. Et alors, tu disais que tu faisais plein de choses de tes 10 doigts, donc pas que le crochet. Est-ce que tu te souviens par quoi tu as commencé ? Je pense que j'ai commencé par le dessin, en fait, par le dessin, la peinture, parce que en fait j'ai un parcours un petit peu particulier, en ce sens qu'il n'a pas été linéaire du tout. Comme beaucoup de monde, j'ai fait des choses quand j'étais enfant, ado. Ouais. Et c'est toujours plus ou moins resté. J'ai toujours aimé dessiner et notamment aussi faire des petits modelages. Ça a toujours été présent. Et à un moment donné, je pense que quand j'ai commencé mes études, je faisais du droit à l'époque. C'était devenu un petit peu mon petit échappatoire. Ouais. Et puis à un moment donné, c'est devenu plus qu'un échappatoire. J'ai senti que vraiment il y avait quelque chose, j'en avais besoin. Donc plus tard, alors que j'étais déjà maman, très jeune maman, j'ai décidé de reprendre mes études. Et je suis allée, j'ai fait des études à la fac à nouveau. Je suis allée en arts plastiques et donc j'ai fait un cursus en arts plastiques. Et sortie de là, je me suis dit c'est bien beau tout ça, mais en fait ça ne me suffit pas. Et en fait, parce que les arts plastiques c'est quand même très axé art pictural, sculpture, etc. Moi j'avais vraiment envie d'être plus dans le dessin, dans le faire des objets, et j'étais pas assez satisfaite.
Donc j'ai décidé que j'allais m'intéresser à plein de petites choses, le modelage, la sculpture, faire du découpage. Mais tout ça c'était pour moi, et parallèlement je travaillais en tant qu'enseignante. Et puis jusqu'au jour où nous avons eu la possibilité de venir dans le sud-ouest, et que donc pour le boulot de mon mari, et là moi j'ai dû arrêter mon travail momentanément. Et je me suis fait un petit coin dans la maison pour travailler à plein de petites choses, et je dessinais beaucoup, et puis à un moment donné je me suis dit mais c'est le volume dont j'ai besoin, c'est vraiment la partie modelage me plaisait, et j'avais envie justement de me faire un petit challenge, de sortir de ma zone de confort. Je ne savais pas crocheter. À l'époque je suivais le blog de Isabelle Quessé-de-Jean, que beaucoup de gens connaissent s'ils nous écoutent. Isabelle Quessé-de-Jean, c'est une touche à tout aussi, qui a fait tous ces petits personnages, ces petits tableaux de petits portraits. Quand je serai grand, je serai infirmière, je serai docteur, je serai professeur d'école, enfin plein de choses comme ça. Et elle faisait du crochet. Et j'adorais ce qu'elle faisait en crochet. Je me disais pourquoi pas. Surtout qu'elle lançait des petits challenges hebdomadaires. Je me suis dit je devrais essayer. Et en fait, j'ai complètement accroché. Vraiment, je suis devenue... quelqu'un m'avait dit à l'époque, fais attention, c'est addictif. Effectivement, c'est très, très addictif. Ça a commencé comme ça, en fait. D'accord. Et puis, voilà, de fil en aiguille. Bon, à chaque fois que je dis ça, ça me fait sourire, mais c'est vraiment le cas. Voilà, c'est devenu... un quotidien. J'ai eu envie à mon tour de créer des petits personnages très très vite, en fait. Je me suis dit c'est chouette, j'arrive à faire des choses que les autres proposent, mais moi dans ma tête je voyais vraiment des petites choses que j'imaginais, des petites mises en scène, et oui, j'ai eu envie de créer mes propres histoires, même si je n'écris pas des histoires. L'idée c'était quand même de suggérer des histoires, en fait. Ouais. Par l'image, de donner un petit peu, une petite fenêtre pour que les gens, en voyant quelque chose, disent ah oui, voilà, ça me fait penser à ça, ou j'imagine ça. Enfin, voilà. D'accord. Ok, ouais, c'est super. Et alors, donc, du coup, quand même, avant d'être enseignante, tu avais quand même exercé un petit peu dans le droit? Alors non, parce que en fait, j'ai terminé mon diplôme, et puis en fait à ce moment-là, quand j'ai terminé moi mon petit cursus, j'ai rejoint mon futur mari à l'époque, qui lui était parti aux États-Unis pour faire un doctorat aux États-Unis. Et donc, il était parti 1 an avant moi, et on avait décidé que si tout se passait comme on souhaitait que ça se passe, je le rejoindrais. Et ça s'est passé comme on le souhaitait. Je l'ai rejoint là-bas, et on a vécu 3 ans et demi, presque 4 ans là-bas ensemble. Et donc moi j'ai travaillé à la fac là-bas, alors justement, mais alors pas du tout dans le domaine du droit, puisque je me suis retrouvée à avoir un poste de lectrice en français. Ouais. Et j'ai pu enseigner là-bas à la fac, alors que j'étais très jeune moi-même, ce qui était très rigolo d'ailleurs. Ouais. C'était le français langue étrangère que tu enseignais. Voilà, français langue étrangère, et c'était très 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 drôle. Et puis là-bas, on a eu notre premier enfant, et puis donc quand on est rentré, voilà, les choses se sont enchaînées. Pas du tout, elles se sont pas du tout orientées vers le droit. Le droit est resté derrière moi, en fait. D'accord. C'est pour ça après qu'au deuxième enfant, c'était pas grave. Ouais, c'était pas grave. Parce que en fait, ce qui m'aurait plu à cette époque-là, m'aurait demandé beaucoup de temps. Le fait d'avoir été en contact aux États-Unis avec des gens, tu sais, à enseigner, etc. Je trouvais ça quelque part intéressant. Même si c'était pas forcément ce dont j'avais envie, j'avais envie d'être en contact avec les gens, mais pour partager, pour échanger. Alors c'est vrai qu'on pourrait discuter de l'enseignement aux États-Unis, c'est pas du tout le sujet, mais c'est vrai qu'ils ont une ouverture d'esprit que nous avons moins ici en France. Et bien que j'ai fini dans l'enseignement quand même en France aussi, mais c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'était
plus la partie communication. Donc du coup, finalement, tu vois, je me dis que dans mon parcours, les arts, la créativité a toujours été présente, mais c'est surtout le besoin de partager mon fil conducteur. Ouais, d'accord. C'est vraiment ça, ouais. D'accord, ok. Et quand tu étais enseignante d'art plastique? Alors non, j'étais enseignante à l'école primaire. Je n'ai pas voulu, D'accord, prof des en écoles. fait, voilà, enfin mes enseignants m'avaient dit il faut que tu passes le CAPES. J'ai refusé. J'ai pas voulu continuer parce que je ne me voyais pas. Je me sentais très mal à l'aise à l'idée d'enseigner au collège ou au lycée. J'avais D'accord. envie d'avoir un public soit très jeune, soit un public au contraire université, et j'étais pas du tout à l'aise avec l'idée de préparer l'agrégation. À ce moment-là, j'étais enceinte de ma 3e et je me disais je peux pas partir dans ce genre d'études-là, ça va être trop compliqué. Je me sentais, D'accord. j'étais pas assez confiante en moi là. D'accord, ok. Et alors donc du coup, tu as fait les petits. T'étais, Voilà, exactement. t'avais quelle classe? J'ai eu, écoute, j'ai eu les plus petits, c'était des moyennes sections. J'ai eu de D'accord. moyennes sections à CM2. Ah oui, donc t'as fait un peu En toutes fait, les classes. bon, ça a varié selon les années, hein. Oui, oui, C'était j'imagine. pas, non, parce que sinon ça aurait été trop compliqué. Oui, oui, de faire tout en même temps, je vois pas. Je vois pas comment ça peut marcher. D'accord, ok. Alors du coup, en ce moment, tu es assez solidaire dans ta tête, j'imagine, mentalement, avec tous les profs, parce que ça doit quand même être une période pas du tout évidente pour eux. Ah oui, c'est certain. C'est vraiment certain. Enfin, j'en connais quelques-uns et franchement, je leur tire mon chapeau. Ouais. Et mais c'est vrai que je ne sais pas comment je vivrais la chose aujourd'hui. Tu vois, avec le Mhm. recul que j'ai maintenant à avoir exercé autre chose, je ne sais pas comment je serais capable de gérer la situation si j'étais encore Ouais, ouais. enseignante. Ouais. Mhm. Mm. Bon, en tout cas, Vraiment. on Ouais, on pense a bien une à pensée eux, pour eux. Oui, 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 tout voilà. à fait. Ouais, Et on leur, allez, dédions-leur cet épisode. exactement. Bon, très bien. Ok, donc voilà, tu avais démarré plutôt par le dessin. Est-ce qu'il y a un loisir créatif qui te fait de l'œil que tu n'as pas encore testé? Un loisir en particulier, je ne suis pas sûre là. Enfin, il y a plein de petites choses qui me tenteraient. Bon, c'est vrai, j'aimerais avoir le temps de modeler un peu plus et notamment de faire des petites choses, notamment pâte fimo, pâte polymère, etc. Ah ouais. Il y a un loisir que je n'ai pas du tout testé et dont on entend beaucoup parler ces derniers temps, le punch needle. Alors Ah ça, je me dis, il va falloir que j'essaie quand même parce que c'est aussi avec de la laine, enfin des choses comme ça. Donc, mais je n'ai pas testé, donc je ne sais pas si ça me plairait vraiment ou pas. C'est de la curiosité là pour le coup. Je vois de très jolies choses. Ça me fait un petit peu envie, mais ça me fait pas suffisamment envie au point de me dire allez, je pose tout et je m'y mets. Mais c'est vrai que je suis tellement dans ce que je fais avec mes petits personnages que j'ai pas trop le loisir de me dire quelle activité créative je testerai. Non, en fait, à vrai dire, je suis très attirée actuellement par quelque chose qui est créatif mais qui est pas vraiment dans le loisir créatif, c'est vraiment le développer toute la partie animation avec les stop motion, etc. Là, d'accord. j'ai mis le doigt dedans il y a quelques temps et j'avoue que ça me plaît beaucoup. Et si tu me dis choisis ce que tu veux faire, on t'ouvre une fenêtre, tu as le temps de faire quelque chose, c'est clairement là-dedans que je vais aller, oui, ouais. Génial. Et alors, donc le stop motion, en quelques mots, tu positionnes tes petites créations, tu prends une photo, tu la bouges un petit peu, tu reprends une photo, etc. Et tout ça pour faire Exactement. au final un film de quelques secondes, quelques minutes. Oui, Euh, exactement. Tout à fait. Oui, mais d'accord.
même pas quelques minutes en ce qui me concerne pour l'instant, parce que c'est vrai que c'est tellement, c'est tellement long. Mais c'est vrai que le jour où j'arriverai à faire quelques minutes, je serai très contente. Mais c'est surtout quelques secondes. Ouais, les plus courts, je crois que le plus court que je dois avoir, ça doit être 3 secondes, quelque chose comme ça. Et je dois peut-être monter à, allez, j'ai peut-être dû arriver à une vingtaine de secondes. Ouais. Mais déjà, enfin, c'est amusant parce que c'est vrai qu'arriver à créer quelque chose de plus ou moins fluide, parce que l'idée quand même du stop motion, c'est d'avoir un petit peu ce côté un petit peu saccadé malgré tout, tout en donnant une fluidité plus ou moins limpide pour selon ce qu'on veut rendre. Mais oui, c'est plaisant, comme tu dis. Effectivement, c'est prendre les photos une à une en déplaçant ce qu'il faut dans la petite mise en scène. Ouais, ça m'amuse beaucoup. Génial. Et alors ça d'ailleurs, ça peut être une activité qu'on fait avec les enfants en ce moment. Hein. Ça va aussi beaucoup les amuser. Alors il faut quand même prendre beaucoup de photos parce que pour faire 3 secondes, tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, mais à 25 images par seconde, ça te fait déjà 75 images. Oui, tout à fait. Alors après, il faut savoir que les 25 images par seconde dont on parle, c'est vraiment pour avoir une image très fluide. D'accord. Donc t'en fais un dans peu le stop motion, voilà, tu peux en prendre moins. D'accord. Et ensuite, tu as des petites applications qui te permettent le classique. Là, en ce moment sur Instagram, les gens me demandent beaucoup, mais avec quoi tu fais tes stop motion? C'est tout bête, c'est tout simple. Il y a une application qui s'appelle iMotion, enfin iMotion, hein, pour le dire à la française, qui permet, qu'on peut télécharger sur un téléphone. C'est sur, par contre, sur un iOS, un iOS. Je pense que sur Android ça marche aussi. Alors après, il faut peut-être regarder par quel biais on le télécharge, mais c'est vraiment tout simple. Ça prend pas beaucoup de place, de ce que j'ai pu remarquer. Et puis voilà. Donc en fait, c'est assez basique, c'est relativement intuitif. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Et on peut prendre les photos, donc, avec quelques petits réglages de luminosité et de netteté. Alors, c'est pas très au point, mais bon, on peut se débrouiller. Et puis, on peut régler la vitesse finale. Mettons que on fasse ça avec son enfant, on s'amuse avec des Playmobil ou des choses comme ça. On va prendre les photos pour que ce soit réglé, mettons, à 10 images par seconde. Puis en visionnant le petit film, on trouve que ça va trop vite ou trop lentement, on peut changer le réglage et régler la fluidité après coup. Mais oui, pour jouer avec des enfants, c'est bien. Et puis même pour soi travailler, pour découvrir le processus, c'est pas mal. Après, ce qui est gênant, c'est que c'est pas assez fin au niveau de la qualité du rendu d'image. Donc pour peu que la luminosité, comme aujourd'hui chez moi, soit mauvaise à cause de la pluie, eh bien, ça va être difficile de faire quelque chose parce que on va manquer de netteté ou on va avoir beaucoup d'ombre et le rendu final ne va pas forcément être celui qu'on aurait aimé avoir. D'accord. Ok, bon, bah écoute, génial. Alors, j'espère que ça donnera des envies de petits films. Ouais. Que ce soit au niveau pro ou avec les enfants. Bon, mon mari, il avait fait ça il y a quelque temps avec mes filles et c'est vrai qu'il s'était bien amusé. Ah oui, j'imagine, parce qu'il y a vraiment plein de petites choses sympas à faire, ouais. Ok, génial. Est-ce que tu saurais identifier 3 outils ou accessoires vraiment que tu adores, que tu emporterais, allez, soyons fous, sur une île déserte? Alors mon appareil photo, ça pour sûr, même si l'île est toute petite, il faudrait absolument que je puisse, je pense, prendre des photos de ce que je fais, c'est pour les avoir en stock, pour pouvoir les voir et ne pas oublier. Mais alors mon crochet forcément, et puis un crayon, un crayon pour dessiner. Voilà, une feuille de papier, ça fera 4, mais tant pis. Bon, c'est comme le crochet, hein, ça fait plus d'un, parce qu'en théorie, il faut que tu aies tes crochets, plus un peu de laine. Oui, exactement. Exactement. Bon, allez, c'est bon, je te les accorde. Et alors, ça me fait penser, quand je te posais cette question d'île déserte, je me disais, bon, on n'est pas sur une île déserte, on est chacun chez soi, mais du coup, on peut quand même assez moyennement accéder à des
des fournitures qu'on n'aurait pas déjà à la maison. Est-ce que il y a quelque chose, soit par exemple qui te manque, où tu dis ah là vraiment là ça me manque trop, ou au contraire quelque chose où tu dis ah je suis bien contente d'avoir stocké un peu avant, comme ça j'ai pas de Oui. soucis. Écoute, j'ai un stock de fils qui est assez important, donc c'est vrai que j'ai quand même, je n'ai pas à me plaindre, si ce n'est que je manque pas mal, et là ça commence à devenir ennuyeux pour moi, comme quand on fait des amigurumi, ces petits personnages au crochet où on utilise, enfin moi j'aime beaucoup utiliser le coton. Et notamment pour mes petits amigurumi, j'utilise un coton assez fin. Donc soit si je peux citer des marques, soit le fil coton 2 de fil d'art, soit le coton, les petits fils coton perlé de DMC. Ouais. Et là, j'en ai encore, mais il y a des couleurs qui me manquent. Et c'est vrai que ça commence à me poser un petit souci. Alors, c'est un petit parce que si je fais les choses exclusivement pour moi, pour mon blog, pour Instagram, bon, je m'adapte, c'est pas grave si j'ai pas les bonnes couleurs. En revanche, pour les échanges professionnels que je peux avoir avec des marques comme Cultura, eh bien, je commence à être embêtée parce que je me trouve confrontée effectivement à mince, j'avais une charte couleur à plus ou moins respecter, et là, hop, il va falloir qu'on fasse quelque chose, qu'on trouve une astuce ou qu'on s'entende sur un changement de couleur, parce que oui, effectivement, ça peut poser souci. Bon, après, tout est relatif. Hein. Je ne me plains pas parce que j'ai quand même du fil. J'ai quand même pas mal de choses quand même. D'accord. Parce que les amigurumi, tu les fais avec de la laine ou avec du fil de coton Parce que je vois bien les petites échevettes DMC par exemple, mais Oui. fil d'art, c'est plutôt de la laine. Alors fil d'art, c'est plutôt de la laine, mais ils ont quand même pas mal de fil coton. Ils ont une gamme de fil coton qu'ils appellent fil, tu sais, comme le raccourci de Philippe, hein, PHIL, et comme le raccourci de fil d'art, fil coton. Et ils le font en taille 2, en taille 3 et en taille 4. Bon, ça correspond à peu près à la taille de crochet ou d'aiguille que tu veux utiliser. Donc c'est vrai que beaucoup de gens utilisant les crochets numéro 3 mm ou 2,5 pour faire des amigurumi, le fil 3 convient assez bien pour les amigurumi. Et moi, comme j'aime bien faire des amigurumi relativement petits avec mon crochet 1,5, j'aime bien utiliser le fil coton 2, donc, qui fait 2 mm entre guillemets. Ou alors le fil coton perlé de DMC qui sont des échevettes vraiment très fines. Et du coup, oui, moi j'aime bien le fil coton parce que je trouve que ça donne une tenue à l'amigurumi, une tenue finale qui est intéressante, surtout quand moi je vais faire mes petites mises en scène, j'ai besoin que ça tienne. Bon, alors on peut jouer sur le rembourrage, mais c'est vrai que j'ai besoin que ça tienne, donc j'aime bien Puis je trouve le coton agréable à travailler. Ça m'empêche pas de faire des choses en laine de temps en temps, hein, et j'aime bien les mélanges laine aussi. La laine mérinos aussi est très douce. Si tu veux faire quelque chose pour les tout petits, quelque chose qui se lave bien, qui reste doux malgré tout, le mérinos, ça peut être agréable à travailler et agréable au toucher aussi. D'accord, ok. Et alors pour celles, je dis souvent, je parle souvent de filles. Alors si jamais il y a quelques hommes qui écoutent, je suis désolée. Donc pour celles qui veulent se lancer dans le crochet, mais qui se disent oulala, donc c'est mon cas, hein, j'en ai jamais fait. Donc si ce n'est, il y a peut-être des années et des années avec ma grand-mère, parce que je crois que ça me rappelle quand même quelque chose. Mais donc pour celles qui n'osent pas se lancer, comment tu nous convaincs c'est bon, on va y arriver? Ben écoute, alors c'est sûr, si on a envie d'essayer,
il faut le faire déjà. Il faut pas avoir peur parce que vraiment ça peut faire peur parce que j'allais dire c'est un autre langage en termes de maille, etc. Mais franchement, c'est pas grand-chose. Il faut absolument essayer si on a envie. Il ne faut pas se forcer si on n'en a pas envie parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient parce que la copine a essayé puis qui en fait sont déçus et qui disent non mais finalement c'est pas pour moi. C'est dommage. Je pense que ce qu'il faut faire au début, c'est déjà prendre un crochet qui soit d'une taille suffisamment importante pour ne pas bloquer par rapport à la prise en main. Donc voilà, il faut pas commencer avec un crochet inférieur à 3. Je pense que c'est pas une bonne idée parce que quand on commence à crocheter, beaucoup d'entre nous, on a tendance à crocheter serré, comme quand on commence à tricoter, on a tendance à serrer, tellement on est concentré sur ce qu'on fait et qu'on veut absolument que ça ne nous échappe pas. Et on se retrouve du coup à ne pas pouvoir passer l'aiguille ou le crochet dans la maille et ça nous agace. Je pense qu'il faut commencer avec au moins du 3. Et je pense que la meilleure façon de commencer, parce que ça peut être agréable de faire un objet fini dès le début, c'est de se dire je vais faire une corbeille au crochet et du coup de prendre peut-être un crochet 4, 4,5, 5 ou 6 peut-être, et de prendre un gros fil et d'apprendre à crocheter en rond. Parce que si on veut crocheter des personnages, à un moment donné, si on veut faire ça, la technique crochet en rond va être indispensable. Donc je pense qu'autant se lancer directement avec du crochet en rond et crocheter un ouvrage simple. Alors on n'est peut-être pas obligé de faire une corbeille dès le début, mais ce qu'on peut faire, c'est faire crocheter un disque à plat et puis ça va nous faire un petit dessous de table, un petit dessous de théière ou des choses comme ça. Et puis une fois qu'on sait faire ça, la corbeille elle va très vite apparaître. Et puis après on va se dire en fait je suis capable de crocheter une sphère. Et quand on sait crocheter une sphère et qu'on sait faire des diminutions, après l'amigurumi, le petit personnage, il vient très vite. Et si on a commencé avec un crochet un petit peu gros, on va rapidement aller vers le 3, ça ne nous fera plus peur. Et du 3 on passe très facilement au 2,5. Et puis après, c'est à soi de voir. Soit on est prêt à passer en dessous, soit on n'est pas prêt. Moi, au tout début, si on m'avait dit qu'un jour je crochetterais avec du 1,5, je ne n'y aurais pas cru. Il y a beaucoup de gens, quand ils le voient, mes abonnés me disent « Oh là là, mais comment tu fais du 1,5 ? Jamais je n'y arriverai. » Et c'est exactement ce que je disais au début. Et pourtant aujourd'hui, voilà, ça me paraît pas simple, c'est pas ce que je vais dire, mais j'ai pris l'habitude de le faire et ça ne me pose aucun souci. C'est vraiment une question de pratique et d'habitude. Une question de peut-être vision aussi, parce que c'est vrai que si on a des problèmes de vue de près, ça peut être gênant, mais à partir du moment où on a ce qu'il faut pour voir, soit des bons yeux, soit des bonnes lunettes, je pense que... Après, il faut aimer aussi, il faut aimer crocheter petit, mais si on a envie de crocheter petit dès le début, d'abord commencer par du plus gros, et puis progressivement aller vers le plus petit. Mais je pense que la technique de la corbeille, franchement, c'est quelque chose de bien pour commencer. D'accord, très bien. Moi, je me souviens à l'époque, avec ma grand-mère, elle crochetait beaucoup de napperons. Oui. Donc ça m'a fait rire quand tu as parlé du petit dessous de verre. Parce que du coup, effectivement, c'est peut-être le nouveau napperon. À l'époque, c'était des napperons et maintenant, c'est quand même beaucoup plus moderne. Exactement, mais c'est rigolo parce que moi, j'ai une de mes grand-mères, effectivement, qui crochetait beaucoup aussi des napperons, comme tu dis. Puis tu sais, les fameux granny square, là, les carrés de grand-mère. Et je me souviens, elle faisait pas mal de petits plaids et moi, forcément, je voyais ça, c'était très coloré, je trouvais ça, c'est ce qu'elle crochetait souvent avec des restes de laine et je trouvais ça très criard, je trouvais ça très vilain et très grand-mère, entre guillemets, et aujourd'hui, ça me fait sourire de voir que ça revient énormément à la mode. Je trouve qu'il y en a qui sont magnifiques et qu'il y a des gens qui font des choses absolument superbes et géniales et puis il y a vraiment de multiples façons de les faire. Et puis avec ces petits il y a un renouveau dans le crochet, vraiment c'est sympa, il y a pas que les napperons de nos grand-mères, et quand même ils sont toujours là, ils sont différents, Ouais. Et c'est marrant parce que tu vois, j'ai fait beaucoup d'interviews avec des aquarellistes et c'est pareil, elles vraiment ont senti un vent nouveau dans l'aquarelle.
avec une modernité, une fraîcheur, etc. Oui, oui. Et donc là, c'est marrant que tu fasses écho à ça aussi, à ce renouveau dans le crochet. Et c'est pareil peut-être un peu dans la couture aussi, finalement. Il y a eu, Certainement. Ouais. voilà, aussi beaucoup plus. Alors, je sais pas, parce que justement, j'en discutais avec Anne-Charlotte du bazar d'Anne-Charlotte, qui fait de la couture. Et quand je lui disais, visiblement, c'est aussi beaucoup plus tendance, entre guillemets. Il y a beaucoup plus de personnes qui se cousent leur propre garde-robe. Et puis elle me disait, de mémoire, hein, parce que c'était quand même en décembre notre enregistrement, mais il me semble qu'elle disait que c'était pas forcément qu'il y avait beaucoup plus de personnes, mais peut-être qu'on en parlait davantage et qu'on le mettait davantage en avant. Peut-être, oui, oui, certainement aussi. Effectivement, je pense que tu vois, pour rester dans un domaine que je connais plus, le crochet, je pense qu'il y a quelques années, ça ne faisait pas très branché. Ouais. Tu vois, je dirais il y a une dizaine, peut-être quinzaine d'années, je ne sais pas, ça faisait peut-être pas très branché de dire qu'on faisait du crochet. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, les gens me disaient ah bon, mais tu fais quoi au crochet? Et je voyais que les gens, tu sais, sous-entendus. Et La effectivement, grand-mère. aujourd'hui, enfin comme tu parlais de Anne-Charlotte, les gens, quand tu parles crochet aujourd'hui, les gens commencent à comprendre que pas forcément à te parler effectivement de napperon ou même de corbeille ou de couverture, de plaid, etc. Les gens commencent à savoir de quoi on parle, même quand on parle d'amigurumi. Alors le terme n'est pas forcément connu, mais les gens ont commencé à voir passer ces petits personnages, ces doudous. De toute façon, je pense que de façon générale, il y a un retour au faire soi-même. Oui. Et peut-être que toutes ces personnes qui ont envie d'essayer différentes techniques créatives se réapproprient ces techniques qui ont toujours existé. Au final, on n'a rien inventé, C'est vrai. on se les réapproprie. Donc du coup, il y a un renouveau. Enfin voilà, et je pense qu'il y aura peut-être encore un renouveau. Dans 30 ans, on fera peut-être le crochet ou la couture encore différemment, et on en fera. Et pourtant, ça restera de la couture ou du crochet. Ouais. Ouais, tout à fait. Et puis certainement que les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest ont eu un impact considérable aussi parce que on est content de partager avec nos amis, puis après la communauté s'agrandit un petit peu, et puis voilà, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, les choses se diffusent très largement et il y a une vraie communauté qui se crée derrière. Ouais, je suis d'accord, ouais. Et puis il y a les livres aussi, peut-être qu'il y a aussi beaucoup plus de livres de loisirs créatifs qu'avant. Évidemment, il y a les vidéos, il y a les blogs et tout ça, même si les blogs sont un petit peu moins... Oui, un peu moins fréquentés. Ouais. Ouais. Toi, alors justement, ça tombe bien, une bonne transition. C'est quoi ton approche du blog? Écoute, moi j'ai un blog puisque j'ai commencé avec le blog en fait, et l'approche du blog au départ, effectivement, parce qu'au départ j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, et quand j'ai commencé, Instagram n'était pas à ce point connu et à ce point généralisé, on va dire. Donc moi j'étais pas forcément attirée par ça au départ. Et donc le blog, c'était vraiment poster des articles, mettre un peu de contenu écrit dedans parce que j'avais envie de mettre des images, mais j'avais envie de rentrer en contact avec les gens pour lesquels j'écrivais voilà. Et puis j'ai posté de plus en plus, et à un moment donné, j'ai découvert Instagram et je suis tombée dedans. Hein. C'est vrai qu'on se prend au jeu de la facilité. Enfin, je me suis prise au jeu moi de la facilité du post rapide, où on écrit un petit peu. Moi, l'idée c'était au départ, j'écrivais un petit peu moins sur Instagram que sur le blog, pardon, et du coup, ça me permettait d'attirer un petit peu l'œil par des contenus que je ne mettais pas forcément sur mon blog au départ. Ouais. Et que les gens pouvaient voir, et à ce moment-là se dire tiens, elle a un blog, je vais aller voir. Et puis de plus en plus, parce que je me suis mise à poster quand même de plus en plus sur Instagram, j'ai moins posté sur le blog, mais j'ai continué à faire en sorte que ce soit pas trop redondant. Je postais, je pense, un peu plus de contenu sur Instagram
que sur le blog. Et sur le blog, j'avais tendance à détailler un peu plus, à mettre des tutoriels, chose que je ne faisais pas sur Instagram pendant longtemps. Ouais, d'accord. Et puis là, les derniers mois, Instagram a pris pas mal d'ampleur pour moi. Enfin, d'abord parce que c'est un voilà, j'ai de plus en plus d'abonnés qui interagissent beaucoup avec moi. C'est un endroit où j'ai trouvé des propositions professionnelles. Je crois que j'ai trouvé quasiment toutes les propositions de collaboration et de partenariat par Instagram. D'accord. Donc c'est vrai que c'est devenu un endroit où j'ai commencé à poster beaucoup, pour montrer beaucoup, pour dire beaucoup, et finalement poster aussi des mini tutos sur Instagram qui peuvent être développés sur le blog ou pas. Et j'ai un peu délaissé mon blog, même si j'essaie de ne pas le délaisser complètement et de faire quelques articles, alors qui ont tendance quelquefois à être un petit peu redondants d'Instagram, mais quelquefois encore un peu différents. Puis bon, il y a toujours tous mes anciens tutoriels gratuits qu'on peut trouver sur mon blog. J'essaie régulièrement de remettre un peu à jour les pages pour pas qu'il y ait pas des liens qui sautent, parce que il arrive qu'avec les mises à jour du blog, les liens sautent, mais le blog est un bon complément. Si j'aimerais avoir plus de temps pour m'en occuper mieux, parce que en ce moment je fais pas exactement ce que je voudrais sur mon blog, mais Instagram a quand même vraiment pris le dessus pour moi, oui. D'accord. Et tu publies à quelle fréquence sur ton blog, tu dirais? Est-ce que tu te mets une discipline entre guillemets à publier tous les X temps, je sais pas, une fois par mois, 2 fois par mois? Alors je dirais jusqu'à l'été dernier, je pense, quelque chose comme ça, j'essayais de publier au moins une fois par semaine. Et là, je t'avoue que depuis l'été, depuis le mois de septembre, c'est compliqué. J'ai beaucoup de mal. Et j'ai beaucoup de mal, et surtout, j'ai du mal à créer du contenu autre que celui que je mets sur Instagram. Du coup, je me dis, ça va vraiment faire double. Voilà, je me lâche et je publie quoi. En ce moment, c'est plutôt une fois tous les 15 jours. Hein. J'ai du mal à... C'est déjà honorable, hein, je trouve. Certainement que la moyenne des blogs aujourd'hui, ça doit être une fois tous les 6 mois. Hein. Oui, c'est probable. C'est vrai qu'il y avait des blogs que je suivais qui n'ont pas publié depuis un moment, effectivement. Oui. Ouais. Et après, sur Instagram, alors tu disais que ton compte avait beaucoup progressé ces derniers temps. Ça s'est passé en combien de temps? Là, tu es aujourd'hui à un petit peu plus de 10 000 fans sur Insta. Comment de quelle manière ça s'est accéléré pour toi et qu'est-ce qui a fait que ça s'est accéléré? Alors, ça a mis beaucoup de temps en fait. Alors, ça s'est vraiment accéléré sur les 2 dernières années, et notamment les derniers mois. Mais ça a mis beaucoup de temps parce que je ne sais plus quand est-ce que j'ai créé mon compte Instagram, mais ça doit être de mémoire comme ça. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais c'était, je pense, en 2014, certainement vers l'été 2014. Je suis pas très sûre. Il y a quand même assez longtemps, ouais. Voilà, donc tu vois, je suis pas parmi les blogs, les comptes Instagram qui grimpent en flèche très très vite. Aujourd'hui, moi je vois des comptes Instagram qui démarrent notamment en crochet, qui sont, alors ce sont surtout des étrangères. Hein. Chez les Françaises, c'est beaucoup moins marqué, mais notamment les Russes, Amérique du Sud, les Anglo-Saxons qui ont 80 posts et qui sont déjà à 5000 ou 6000 abonnés. Bon, après, il y a des comptes qui ont beaucoup d'abonnés et ce sont des faux abonnés derrière aussi, il faut le savoir. Il n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement. Mais tu le vois très vite quand tu vas sur les comptes, il n'y a quasiment pas de j'aime et quasiment pas de commentaires, donc c'est vite compris. Mais en ce qui me concerne, ça a été progressif on va dire, au début, fin 2017, courant 2018, et ça s'est accéléré depuis, le printemps 2018, je dirais. Donc tu vois, 2 ans. Si je me souviens bien, lorsque Cultura m'a contacté, pour ne pas les reciter, lorsque Cultura m'a contacté pour travailler avec eux. Dans mon souvenir, j'étais presque à 5000 abonnés. Donc on était l'été 2018.
Donc tu vois, j'avais donc un Instagram qui avait déjà 4 ans certainement. J'étais à pas tout à fait 5000. Et là, en printemps 2020, je viens de passer les 10 000. Ça s'est accéléré, je pense, parce que le fait que Cultura m'ait contacté, m'a permis de réaliser pleinement. Alors c'est ce dont j'avais envie, mais c'est une chose que d'avoir envie, puis c'est après autre chose que d'être validé par quelqu'un d'autre qui te dit on veut travailler avec vous. Et ça m'a donné envie de faire les choses de manière plus ciblée, plus construite. Plus voilà de me dire que quand je faisais les choses, je m'étais toujours dit que je m'adressais à mes abonnés, que j'avais envie de partager avec les gens qui appréciaient ce que je faisais. Donc moi au départ, ça me faisait plaisir de partager et de donner à voir. Mais là, je me suis vraiment dit, il commence à y avoir du monde qui te suit. Et il y a des gens qui te font confiance, qui te confient des choses. Et là, je me suis dit, non, mais là, maintenant, vraiment, faut que ça me fait plaisir de faire, mais les gens attendent de moi, et en même temps, le fait qu'ils attendent, ça me nourrit. Enfin, c'est vraiment je me nourris de ce qu'on me demande de faire ou de ce qu'on attend, et je donne à manger, entre guillemets, des yeux. C'est vraiment quelque chose qui s'auto-nourrit. Pour moi, c'est un cercle vertueux. J'ai l'impression que je donne à voir, mais qu'en retour, le retour que j'ai de mes abonnés dans les commentaires, le retour que j'ai des gens avec qui je travaille, me donne des idées, me donne de la réflexion, me donne des envies d'avancer dans telle ou telle direction. Voilà. Et je pense que c'est allé plus vite parce que oui, ça s'est construit comme ça, parce qu'il y a eu plus d'échanges, parce que je me suis plus investie, moi, dans Instagram, au sens où j'ai pas juste posté. C'est compliqué de donner des conseils par rapport à Instagram. Mais t'as mis une part de toi, quoi. Voilà, j'ai donné peut-être. Alors, je ne me montre jamais sur Instagram. Je me montre peu, on va dire. Je montre mes mains. Il est peut-être arrivé que je montre des bouts de moi, physiquement parlant, mais c'est vrai que j'essaie de ne pas me mettre en scène moi, de ne pas mettre en scène ma famille non plus, ni même trop d'endroits de ma maison, parce que jusqu'à présent, j'ai eu envie que ce que je donne à voir, c'est ce que je fais, et que les gens viennent sur mon compte pour ça, et pas pour moi ou pour autre chose. Et du coup, mais ceci dit, au travers de mes créations, je donne malgré tout, et au travers de ce que je peux dire de mes créations, je donne aussi quand même malgré tout beaucoup à voir de la personne, en tout cas la créative que je suis derrière. Donc voilà, mais c'est vrai que par rapport à Instagram, il y a je suis pas du tout une pro du réseau, mais ce que je constate, en tout cas par expérience, et si ça peut servir à certains qui écouteraient le podcast et qui auraient envie de mettre en place des choses, Instagram est un réseau social, et dans réseau social, c'est le mot social qu'il faut retenir. C'est-à-dire que quand on poste sur Instagram, il faut s'engager. Enfin, si on veut poster pour soi, autant avoir un compte privé. Et si on veut poster pour se faire connaître ou pour échanger, il faut engager la discussion. Donc, quand les gens mettent des commentaires, il faut répondre aux commentaires. Et il faut aller voir les comptes des autres. Il faut être curieux. Et c'est vrai que j'ai essayé de jouer sur ce créneau-là, on va dire, et je pense que c'est ce qui a notamment contribué à, évidemment pas que ça, parce que je pense que c'est aussi ce que je donne à voir qui a contribué à faire beaucoup de compte, on est d'accord. Mais je pense que c'est donnant en fait, et voilà, et donner du contenu créatif qui donne envie. Alors après, c'est vrai qu'on s'adresse forcément pas à tout le monde n'apprécie pas forcément ce qu'on fait, mais
et voilà, quoi. Ok. Et alors, ces aventures de partenariat avec des marques, je pense que ça fait rêver plein de personnes qui ont, alors rêver, c'est peut-être le mot est peut-être un peu fort, mais disons que ça plairait à plein de personnes qui nous écoutent, Oui. quel que soit le domaine d'activité. Donc, tu nous disais tout à l'heure que Cultura t'avait contacté. Donc déjà, pour l'ego, c'est génial. Ça fait un boost de confiance en soi. Comment ça s'est passé sur les autres partenariats? T'as été contacté? Est-ce que toi, t'as eu t'as eu envie de démarcher certaines marques dont tu étais proche, par exemple? Alors, en ce qui me concerne, j'ai toujours été contactée. En fait, je n'ai jamais sollicité. Alors, je n'ai jamais sollicité un partenariat. J'ai toujours, entre guillemets, attendu que le partenariat arrive. Alors, Ouais. je veux pas donner l'impression que j'ai été que dans une position d'attente. C'est pas du tout ça. Mais je suis. C'était un enjeu pour toi? Si c'était un enjeu, mais ce qui se passe, c'est que jusqu'à il y a quelques années, on va dire, je me soigne, mais je suis quelqu'un qui manque pas mal de confiance en moi. Et c'est vrai que j'avais du mal. Alors c'est très paradoxal parce que je voulais en faire une activité à temps plein autant que faire se peut, avec des envies, des rêves, des choses comme ça. Et à côté de ça, je me sentais pas peut-être légitime à solliciter des partenariats. Bah alors la légitimité, manque de légitimité, on va dire, parce que au début, tu te dis oh là là, j'ai un compte trop petit ou un blog qui est pas assez suivi. À une époque, j'entendais beaucoup dans les témoignages sur les blogs ou les comptes Instagram des gens qui disaient oh là là, mais mon compte, mon blog a grossi très vite et là les partenariats sont arrivés et moi je me disais mais moi je suis toute petite donc personne ne voudra de moi. Et donc l'idée pour moi c'était vraiment de me faire d'échanger avec les gens, de montrer ce que je faisais, et je me disais peut-être que dans le lot quelqu'un me remarquera. Alors je dois avouer que je me mettais du coup dans une posture où je pouvais paraître attendre. J'attendais, oui, et à côté de ça, je faisais en sorte aussi que ça puisse accrocher. Donc ça, en fait, les partenariats ont commencé au début. Il y a un magazine. Alors, je suis désolée pour eux s'ils existent encore. Je vais peut-être dire une bêtise. Je ne sais pas s'ils existent encore aujourd'hui. Je sais qu'il y a quelques mois, ils existaient encore, mais là, je ne sais pas du tout. C'est Creative Magazine qui, à l'époque, m'avait sollicité pour faire des tutoriels sur leur magazine. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, ça s'est très vite arrêté parce que la personne qui avait créé le magazine est partie sur d'autres projets. Le magazine a été repris et moi, je n'ai pas été ressollicitée. D'accord. Ce qui est pas tout à fait vrai. Un jour, j'ai reçu un mail me disant que si je voulais proposer des tutoriels, je n'avais qu'à les recontacter. Ce que je n'ai pas fait pour la bonne et simple raison que c'est un magazine qui était collaboratif et associatif et que donc il n'y avait pas de rémunération. Et moi, je passais beaucoup de temps à faire ce que je faisais et là, clairement, j'étais intéressée par des partenariats rémunérés. Donc j'ai arrêté cette partie-là. Et puis, j'ai continué à donner à voir et à un moment donné, c'était au tout début de l'année 2018, je crois. 2018, ça a été l'année pour moi où tout a commencé, enfin, entre guillemets, professionnellement. Parce qu'en début de l'année 2018, j'ai été contactée par l'Atelier des Nanas, le magazine ADN. créatif, voilà, ADN, qui là m'a proposé un partenariat pro, vraiment, avec eux. On a commencé par un tutoriel, puis un autre. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec ADN. Je leur fais un petit clin d'œil. Là, je profite du podcast. J'espère que ce qu'on vit actuellement, la crise qu'on vit, ne va pas les impacter trop fort, comme beaucoup d'autres magazines, parce que la presse est vraiment très impactée.
Mais vraiment, oui, ça a commencé avec ADN, ça a poursuivi avec Cultura et d'autres partenariats pour vraiment répondre à ta question. Oui, les autres sont arrivés. J'ai toujours été sollicitée, même les partenariats où la contrepartie est du matériel, hein, parce que c'est pas toujours de la rémunération. Il y a quand même beaucoup de marques, hein, qui proposent des partenariats contre matériel. Ça peut être très agréable. Il y a vraiment des marques qui sont très très généreuses. Et puis il y en a d'autres qui sont qui abusent un petit peu. Donc Ouais. les personnes parmi celles qui nous écoutent, qui sont créatives, qui ont envie de développer leur activité, peut-être en leur donnant un petit tournant un peu plus pro, vous êtes peut-être déjà démarqué par des marques qui vous proposent du matériel. Réfléchissez bien avant de dire oui. Et si ça vous fait plaisir, dites oui. Si vous vous dites oh, on attend beaucoup de moi, je n'ai pas beaucoup de matériel, mais bon, c'est une façon de me faire connaître. Vérifiez bien qu'on va vous faire connaître derrière, parce qu'il y en a qui publieront ce que vous avez fait et ne vous renverront pas l'ascenseur. Donc il faut faire attention. Mais il faut être honnête, la plupart des marques qui, en tout cas dans mon expérience, qui m'ont contactée, ont été vraiment très bienveillantes, généreuses et oui, il y a des choses qui sont vraiment très chouettes. Super, ça marche. Et puis alors, on a eu le petit son de l'oiseau derrière. Ça finissait parfaitement ta phrase. D'accord. Et je l'ai entendu tout doucement, mais comme j'ai le casque sur les oreilles, c'est vrai que j'entends moins ce qui se passe derrière. Non, c'était excellent, mais c'est un plaisir. J'ai l'impression qu'on redécouvre un petit peu tous les bruits de la nature et notamment des oiseaux, tu sais, en ce moment. Oui, dire, oui. Limite, je sais plus, un jour, je crois que j'étais Ah oui, on faisait, bon, je passerai cette partie-là. On faisait du yoga avec une de mes collègues qui fait ça 2 fois par semaine en live. Et puis à un moment donné, en fait, elle était dehors ce matin-là. Et on entendait les oiseaux, mais de fou, quoi. C'est chouette, c'est super. Excellent. Ouais. Bref. C'est très agréable. Ok. Ouais, tu m'étonnes. D'accord, donc les partenariats, plutôt des bonnes expériences. Et donc, est-ce que tu conseillerais, alors c'est peut-être difficile, mais est-ce que tu conseillerais de faire plutôt comme toi, plutôt de effectivement tout mettre en œuvre pour être sollicité, mais d'attendre d'être sollicité, ou est-ce que tu te dis bon, si c'est dans votre caractère, allez-y, foncez et essayez peut-être aussi de démarcher directement les marques qui vous intéressent? Oui, voilà, je pense que ta deuxième partie ta deuxième proposition, je pense que c'est celle qu'il faut retenir parce que mon expérience c'est la mienne et peut-être que certaines se reconnaîtront dans mon expérience, mais je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Il y a des gens qui ont un naturel à aller chercher parce qu'elles pensent qu'elles ont des choses à proposer, qu'elles n'ont pas d'inquiétude par rapport à ça et qu'elles vont avoir envie de foncer et ça va marcher. Donc chacun fait vraiment. Il faut que chacun fasse comme il l'entend, comme il le souhaite, comme il en a les moyens aussi, parce que ce avec quoi il est à l'aise. Ouais, parce que en fait, c'est vrai qu'une fois que les partenariats sont engagés, alors ça peut être des partenariats uniques, enfin qui peuvent éventuellement se répéter, mais c'est un one shot, tu sais, où on va te demander quelque chose et puis pendant 3, 4 mois, 5 mois, on va rien te demander d'autre. Il faut savoir que moi, Cultura, c'est chaque mois, une fois par mois, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui se répète en permanence. Il faut savoir qu'une fois que le partenariat est engagé, si ça n'est pas un one shot, mais si c'est du mensuel ou du trimestriel, il va falloir tenir sur dans le temps. Il faut pas que ce soit je me suis fait plaisir une fois puis bon la prochaine fois je dirais non. Il y a des partenariats qui engagent dans le temps, donc il faut que l'envie elle soit vraiment là, l'envie de faire évidemment, mais ça en général elle est là, mais l'envie de faire avec quelqu'un d'autre, avec des contraintes qui vont arriver, parce que même si on a une grande liberté, on a quand même des contraintes, et puis avec l'envie de tenir dans le temps,
aussi. Ouais. 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 Il faut s'écouter, il faut réfléchir un petit peu à ce qu'on veut sur le moyen et long terme. Ouais. D'accord. Ça marche. Est-ce que dans tout ce parcours professionnel, tu as eu un challenge peut-être à relever, peut-être des choses qui se sont pas passées comme tu aurais voulu, mais qui au final t'ont appris quelque chose? Alors, en termes de challenge, oui, je pourrais. J'ai eu un partenariat. Alors, c'est un challenge très très positif de A à Z. J'ai eu un partenariat qui m'a été proposé il y a quelques mois par un site anglais, un site de type le même site que Cultura mais en Angleterre, donc c'est un site de loisirs créatifs qui me suivait déjà depuis un petit moment et qui peu de temps avant la Saint-Valentin me contacte en me disant que vraiment ils adorent ce que je fais et qu'ils aimeraient bien que je leur réalise un stop motion, donc une vidéo pour la Saint-Valentin. Et en fait, il se trouve que j'avais une semaine à peine parce que la fin du message c'était bon, en fait ce serait pour la Saint-Valentin, c'est dans une semaine, mais il nous le faudrait pour dans 5 jours pour qu'on puisse le valider. Et là je me suis dit mince, il y a un jour de beau prévu. Puisque je te parlais tout à l'heure de iMotion, l'application qu'on peut utiliser pour faire du stop motion, je me suis dit mince, il n'y a qu'un jour de beau, comment vais-je faire pour rentrer dans cette fenêtre-là, et surtout qu'il voulait quelque chose qui dure une dizaine de secondes pour le coup. Donc oui, ça a été un challenge. Là, mais ça a été un challenge de me dire, sur le coup, si je me suis dit de deux choses l'une, soit c'est trop court en temps. La météo ne va pas être bonne, je refuse. Ou bien c'est une super proposition, ça sera ma première commande de vidéo. Jusque-là, tout ce que j'ai fait, c'était pour moi et c'était une première commande, donc en plus un travail rémunéré. Je me suis dit, c'est une trop belle occasion. La météo est très vilaine, j'ai très peu de temps. Je fonce. Et oui, donc c'était un challenge parce qu'une fois que j'avais dit oui, il fallait que je le fasse, quoi. Donc, mais ça a été que du bonheur. Je suis contente là pour le coup de ne pas avoir réfléchi plus que ça. Ouais, peut-être lancer. Parce que si j'avais vraiment réfléchi, je pense que je me serais dit ça n'est pas raisonnable. Il ne faut pas que je fasse. La raison l'aurait emporté. Voilà. Là, et pour le coup, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je te disais, écouter ses envies, il y a des moments où il faut pas se poser trop de questions. Il faut aussi se dire, l'envie, elle est là, l'occasion est là, on verra bien ce qui se passe. Allons-y. Allez, go. Ça marche. Est-ce que tu as déjà réfléchi, cogité autour de l'écriture d'un livre de loisirs créatifs? Alors, non. Alors, l'envie, elle existe depuis longtemps. Je crois qu'elle existe même depuis le tout début. Parce que simplement parce que l'idée de faire un livre, c'est toujours quelque chose de plaisant, se dire un jour j'écrirai un livre, si tant est qu'on arrive à le faire. Mais cogiter vraiment, non, parce qu'en fait, je pense que pour cogiter vraiment sur un livre, et là, tu vois, je vais en revenir à la légitimité, c'est-à-dire que il y a tellement de choses qui existent là tout de suite que je me dis si je fais un livre, il faut qu'il intéresse à qui il serait destiné, et il existe déjà beaucoup de choses. Et déjà, par rapport à l'envie, je n'aurais pas envie de faire quelque chose similaire à quelque chose qui existe déjà. Je comprends, et je me dis, ça n'aurait pas grand intérêt ni pour les futurs lecteurs, ni pour moi. Après, je me dis, oui, mais quoi faire d'autre? Alors, j'ai
moi j'ai quelques petites idées, mais de choses qui, alors je ne prétends pas inventer quoi que ce soit, hein, mais de faire des choses un peu différentes, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment cogité parce que chaque fois que je commence à réfléchir à l'idée d'un livre, je turbine beaucoup dans ma tête et ça me prend beaucoup de temps. Et je me rends compte que c'est souvent au détriment de ce que je suis en train de faire. Donc je fais blocage sur le livre et je me dis si un jour, prochain ou plus tard, on me propose, quelqu'un me contacte pour me proposer un livre et que là on se met à cogiter à plusieurs, ce sera là le bon moment pour cogiter. Mais pour l'instant, c'est vrai que je le fais pas trop, même si je reçois pas mal de sollicitations de quelques-unes de mes abonnés qui me disent à quand le livre. Mais pour voilà, pour un livre, il faut un éditeur avec lequel je pense le courant passe vraiment, parce que c'est un long projet, un livre, c'est plusieurs mois, c'est vraiment un projet de longue haleine. Donc je pense que oui, il faut un éditeur avec lequel on s'entend bien, avec lequel on a envie de travailler sur la durée, encore une fois. Hein, Et voilà, Alors, le prochain épisode que je vais sortir, donc sera déjà publié quand le tien sortira, c'est avec Mélanie Jean, qui est éditrice de livres de loisirs créatifs chez Mango Édition. Donc je pense que voilà, son interview, notre conversation devrait te plaire, parce que justement ça raconte, elle nous raconte tout ce processus de création de livres, et elle s'occupe de toute la partie fil, art du fil. D'accord. Bah, écoute, moi je me le note, comme ça quand tu le sortiras, je viendrai l'écouter. Je pense la semaine prochaine. D'accord. Et alors, pour conclure, quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui ? Dans le domaine professionnel, hein, on est d'accord. Alors, tu peux aussi me dire tes enfants, ta famille, ça m'ira très bien. D'accord, parce que en fait, voilà, j'allais dire, c'est pour ça que je te posais la question, parce que je crois que spontanément, je dirais mes enfants, mais alors c'est pas une fierté, mais c'est plutôt mon plus grand bonheur, le bonheur de voir mes 3 enfants devenir de belles personnes, vraiment. Et ça n'engage que moi et leur papa, mais de devenir de belles personnes et de les voir épanouies, malgré les épreuves qu'on a pu traverser, mais vraiment ça. Et puis après, pour faire un petit recadrage peut-être professionnel, ma plus grande fierté, je pense qu'elle est peut-être pas encore arrivée professionnellement parlant, mais si quand même de dire que j'ai fini par passer le cap du manque d'estime, du manque de confiance. Alors c'est pas d'estime, pardon, de confiance en moi, et parce que après que des gens sont venus vers moi me dire que finalement oui, c'était possible, j'étais capable, et que ces échanges-là, ces collaborations-là, ces partenariats-là m'ont confirmé dans le choix que j'avais fait, en fait. Et que du coup, je me dis, certes, à une époque, je me suis posé la question de savoir si j'allais démissionner de l'Éducation nationale. Et puis je l'ai fait, j'étais contente de l'avoir fait, mais j'avais quand même je me disais, quand même, je n'aurais peut-être pas dû. Et aujourd'hui, je me dis, si, j'ai bien fait, j'ai écouté mes envies. Et je suis contente de l'avoir fait, même si je sais que je suis privilégiée parce que j'ai eu les moyens de le faire aussi. Tout le monde n'a pas les moyens de dire je quitte mon travail actuel pour faire ce que j'ai envie de faire. Mais je pense que ma plus grande fierté, c'est de m'être écoutée, en fait. Super, c'est un super mot de la fin, et effectivement, je pense que c'est un bon conseil pour plein de personnes qui sont un petit peu en attente, peut-être, de la bonne opportunité ou de la bonne chose pour se lancer. Donc, c'est chouette, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Viviane. Merci à toi, Annie. On te retrouve sur Instagram, sur ton compte Happy Crochet ETC, donc pour etc. Et voilà, et puis évidemment sur ton blog. Voilà.
exactement. Sur le blog aussi. Super. Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ce monde du crochet. Moi qui m'étais un petit peu inconnue. Je trouve ça mignon, mais je fais partie des gens dont je parlais tout à l'heure, où je me dis, ça me semble beaucoup trop compliqué. Non, mais vraiment, effectivement, ça peut sembler compliqué, mais si l'envie est là, Mélanie, il faut se lancer. Prends-le à ton rythme, mais vas-y. Et si tu veux des conseils, tu peux me demander. Ça marche. Moi, j'ai déjà plein de choses sur le feu, façon de parler, mais entre la couture, la carterie, un petit peu d'aquarelle, un petit peu de broderie, tout ça, plus le podcast. Beaucoup. C'est déjà beaucoup parce que j'ai un boulot à plein temps à côté et 2 enfants. Mais voilà, chacun, on fait à son rythme et en fonction des besoins d'évasion. Exactement. Et de création. Oui, super. Oui. Et ben, merci 1000 fois, Viviane. Et puis, à très vite sur Instagram. Oui, merci beaucoup, Mélanie. À bientôt. À très vite. Me revoici. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Allez vite faire un petit coucou à Viviane sur Instagram, sur son compte Happy Crochet, etc. Et sur le mien, Podcast Fait Main. Je vous rappelle que ce sont vos partages sur Instagram qui font que la communauté s'agrandit et cela m'encourage énormément. Tout ce travail vous est proposé gratuitement, sans publicité, donc vos partages sont la seule manière pour moi de développer le podcast. Si vous écoutez sur l'appli podcast de votre iPhone, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire. Et n'oubliez pas que vous pouvez également écouter les épisodes sur la grande majorité des plateformes de podcast, ainsi que sur ma chaîne YouTube. Pour recevoir un email à chaque publication d'un nouvel épisode, rendez-vous sur mon site podcastfaitmain.fr. Un grand merci pour votre écoute jusque-là, et à très vite pour un prochain épisode. On parlera couture et déco vintage avec Ariane de Silly et Billy. À bientôt!